Merci. Vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps? Depuis très longtemps. C'est une épreuve. Qui le voyait pour la première fois? Vous voyez? Même les films très connus et très vus, il faut toujours qu'il y ait des gens qui les voient pour la première fois. Et c'est à ça qu'on sert, heureusement. Merci beaucoup, Costa, d'avoir accepté ce dialogue après le film, dans le cadre de cet hommage à Yves Montand. On va reprendre un peu l'histoire parce qu'elle est vraiment très intéressante quand même. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire comment vous avez découvert le livre d'Arthur London et de sa femme, Lise? Comment cette histoire et comment ce livre et comment ces gens sont arrivés jusqu'à vous? D'abord, j'ai découvert le livre un soir de Noël avec ma femme chez Françoise Arnould. Il y avait Claude Lanzmann qui parlait avec un enthousiasme absolument extraordinaire de ses livres. Il parlait de détails, etc. Il était bouleversé, et au bout d'un moment, ils nous ont bouleversés tous. Et le lendemain, le lendemain plutôt, j'ai fait acheter les livres et je les lis très rapidement. Je le fais lire à ma femme, je lui dis, il y a là quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est très difficile, et c'est très... Elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, décide. Voilà. Et j'ai appelé Georges Semprin, je lui ai dit, voilà, j'ai lu ce livre, tu l'as lu? Il ne me dit pas encore, mais je connais l'histoire. Il connaissait même un des personnages, ils étaient ensemble au camp de concentration. Je lui ai dit, le livre est très important, moi je souhaiterais qu'on fasse quelque chose avec ça, qu'on fasse un film. Il m'a dit, mais c'est impossible de le faire. À l'époque, on ne faisait pas des séries, n'est-ce pas? Je lui ai dit, non, je ne vais pas faire tout le livre parce que toute cette explication sur tous les détails de la défaite du communisme, je ne veux pas entrer dans ça. Je voudrais faire le mécanisme de l'aveu. Essentiellement le mécanisme de l'aveu qui est un tout petit peu le portrait d'un régime. À partir du moment où un régime utilise ses moyens absolument sûrs et authentifiés par l'auteur, que c'est un régime qui est vraiment condamnable et on le sait depuis longtemps. Voilà. Il me dit, essayons. Je lui dis, je vais appeler Montand. Montand était à Los Angeles, il faisait un film avec Baba Streisand. Je lui dis, voilà, il y a un livre comme ça qui va sortir, je lui ai expliqué dans les grandes lignes. Il m'a dit, écoute, si toi et Georges, vous êtes d'accord pour faire le film, je suis avec vous, voilà, c'est parti comme ça. Alors il a fallu contacter London. Je voudrais dire d'ailleurs qu'une partie de la famille de London était là, notamment Françoise, ils sont là quelque part, avec les deux fils et quelques petits-fils, et même, je crois, une ou deux arrière-petits-fils. C'est très émouvant pour moi ce soir parce que j'ai pensé beaucoup à vous. Parce que surtout à Françoise qui a vécu jeune fille cette histoire, et naturellement, le fils aussi. Eh bien, on a vu London, et ma grande surprise, je le contactais par Gallimard, et en arrivant chez lui, qui m'ouvre la porte? Françoise London, que je connaissais parce qu'il était à l'IDEC, assistant de professeur du montage. Elle m'a regardé souriante. Je crois qu'elle avait dit quelques mots à son père, parce qu'il connaissait déjà les films que j'avais faits, enfin je crois. Et j'ai vu London, je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec Semproun. On voulait le rencontrer par la suite, s'il était d'accord sur le principe. Voilà. Et on l'a rencontré plus tard. Et il a dit, faites-le. Je lui avais dit déjà, on va faire le script, vous ne participez pas, et vous nous direz ce que vous sentez du script, mais finalement, je ne veux pas que vous interveniez. Il faut nous laisser pleine liberté, c'est qu'il a fait tout de suite d'ailleurs, presque sans lui demander, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et le principe, tout de suite, c'était de le faire, naturellement, en Tchécoslovaquie, à Prague. On a contacté le Pragois, qui ont dit, oui, très bien, on peut le faire ici, c'est encore le moment. Il a dit, mais dépêchez-vous, parce qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer. Alors on a commencé à travailler très fort. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Exactement, exactement. C'était
Alors, je voulais dire une chose quand même, parce qu'après on nous a accusés d'avoir fait un film avant Z qui avait beaucoup marché, donc on cherchait un autre film, une histoire comme ça, pour faire encore beaucoup d'argent. Voilà. Or, le film a été décidé 3 mois avant la sortie de Z. Quand j'ai rencontré Lodon, quand j'ai rencontré Semproun, etc., c'était avant. Donc, on a vu les gens de Prague au mois de Cannes, pendant le festival de Cannes, et tout a été organisé pour tourner à Prague. J'ai fait aussi un saut pour voir les studios, etc., et tout fonctionnait très bien. Et réservoir un film du responsable du ministère de la Culture, je crois qu'il était vice-ministre ou quelque chose comme ça, un très important personnage, M. Poledniak, qui me dit, écoutez, à travers l'interprète, ici vous ne pouvez plus le faire, parce que la situation est en train de changer drastiquement, mais faites ce film absolument, faites-le où vous pouvez, mais faites-le. Et j'ai prévenu tout le monde qu'on allait le faire en France, et on l'a fait à Roubaix, et à Lille, enfin, pour tous les extérieurs, et la partie studio, on l'a fait à Paris. Voilà. Alors, très rapidement, pour les plus jeunes, ça, et je ne suis pas historien, et vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais quand même, pour les plus jeunes, c'est ce qu'on appelait le printemps de Prague, c'était Dubček, et c'était finalement, et si on se résume, la dernière tentative avortée par les chars soviétiques, les chars du pacte de Varsovie, de ce qu'on appelait le communisme à visage humain. Voilà, c'était le printemps de Prague. Donc c'est exactement ce qui arrive à London à la fin du film. Non, rien n'est inventé, n'est-ce pas, dans tout cela, pour faire cinéma, comme le pantalon qui tombe. Eh bien, il l'a fait. Et des années plus tard, je parlais au téléphone avec son fils, parce qu'il a voulu me contacter. Je lui dis, alors, il m'a dit, mon père pourrait faire ces genres de blagues, et il pensait, lui, qu'il avait fait exprès. Voilà. Et où en était London lui-même au moment du coup de Prague? C'est-à-dire quand les chars soviétiques entrent dans les rues de Prague, c'est terminé, fin de l'expérience tchécoslovaque, comme on disait à l'époque. Est-ce que lui était dans le même état d'esprit que son personnage interprété par Yves Montand? C'est-à-dire que, pour le dire en une phrase, malgré tout ce qui lui était arrivé, et ce que lui disent ses amis français, il y croyait encore. Ah, il croyait absolument, jusqu'à la fin. D'ailleurs, il est sorti souvent pour présenter le film, et il disait exactement ce qu'il dit dans le film. C'est maintenant qu'il faut être communiste. Voilà. Parce que c'était ces personnes, quand même, qui avaient un idéal formidable, changer le monde, changer le capitalisme qui partait dans une évolution terrible, où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs. Et ils croyaient beaucoup. Voilà. Mais évidemment, le Staline, et pas que Staline d'ailleurs, tous ceux qui ont suivi, qui ont accepté, ils étaient nombreux, partout. Ils ont salopé cette idée que l'évolution ne s'est pas faite comme elle pouvait se faire. Et d'ailleurs, je trouve que c'est remarquablement montré dans le film, c'est vraiment la purge stalinienne qui s'attaquait aux meilleurs d'entre eux. C'est-à-dire que les gens qu'on nous montre dans le film, ils ont fait la guerre d'Espagne, ils ont fait la résistance en France, ils ont été déportés. Enfin, je veux dire, leurs états de service sont inversement proportionnels aux crimes, entre guillemets, totalement délirants et aux trahisons dont on les accuse. Absolument. Absolument. On peut dire aussi la même chose pour beaucoup de communistes que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant ma période d'assistant travaillant au cinéma, comme assistant à PU, comme metteur en scène au début. C'est des gens, des communistes, des gens très précis, avec un sens du travail, un sens de la société formidable, sauf naturellement quand il y avait une grève, alors on ne pouvait pas leur parler. C'était secret. Mais voilà, je pense que le Staline, enfin c'est mon opinion, hein, on a joué beaucoup trop avec les bons sentiments des gens très très bien, et on les a trahis complètement, je crois. Tout à l'heure, vous disiez Z avait été un triomphe, c'est vrai, ça a été un très grand succès. C'est démarré après, c'est que nous avons prévu d'ailleurs de faire ce qu'on voulait. Hein, voilà, grand succès critique, international, commercial aussi. Ça vous a permis de faire l'aveu. Mais alors, quand on revoit le film, et ceci dit, ça a dû vous rassurer, parce que ça marche. Moi, j'étais tout au fond de la salle. Je crois qu'il y a une seule personne qui est partie, alors qu'ici, il bouge de temps en temps, et il n'y a pas eu un bruit. Donc, le film
fonctionne encore, et vous êtes un homme de spectacle, Costa, fonctionne en tant que spectacle. Mais quand vous aviez le livre de London, c'est-à-dire le mécanisme de l'aveu, la répétition, l'emprise, il n'y a rien de moins spectaculaire que ça. Ça devait être quand même une sacrée angoisse et un sacré défi pour Sempron et vous, de rendre quelque chose qui est aussi peu spectaculaire, routinier, désagréable, violent, en faire un spectacle. Mais parce que si les spectacles, ce n'est pas forcément les grandes batailles ou les grandes courses de voitures, enfin de grandes tueries. Le spectacle, c'est la dynamite, c'est chez les rapports des hommes. Les hommes qui croient une chose et les autres qui veulent faire changer d'avis. Voilà, tout est là. Et ces relations-là, à mon avis, c'est la plus spectaculaire. Forcément, ce n'est pas facile pour tous les hommes, pour tous les spectateurs. Mais c'est là. Et les rapports et la résistance de Montand jusqu'au bout, enfin de London jusqu'au bout, avec des gens, et avec ce que font tous ces gens-là autour de lui, bah, c'est ça le spectacle. C'est ça le spectacle, c'est une espèce de colossale injustice pour lesquelles nous sommes tous sensibles. On est tous sensibles à l'injustice. Moi, je suis profondément sensible. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé pour mes films, mais aussi dans ma vie, l'injustice, c'était absolument inacceptable. Et je crois, vous l'avez dit, le cinéma, pour moi, c'est un spectacle. C'est pas un discours politique, c'est pas un discours académique, c'est du spectacle. Mais évidemment, le spectacle n'a pas cessé de parler des hommes et des femmes et de la vie des hommes depuis le début du cinéma, mais aussi depuis l'Antiquité, quand on a fait les premières pièces de théâtre, n'est-ce pas? On parlait de ça. Est-ce que, avec Sempron pour le scénario, le principe c'était vraiment de jouer ça, c'est-à-dire la répétition? On va vous répéter la même chose, on va vous torturer, même si c'est une torture qui peut sembler light, mais c'est quand même une torture, il est torturé, et ça va continuer, on va vous répéter la même chose. C'est montrer ça, c'est montrer, oui, le mécanisme de l'aveu, la répétition, jusqu'à ce que finalement, ce qu'on vous dit, vous le fassiez vôtre. Oui, parce que sans cette répétition, on trahirait le personnage du film. On trahirait le personnage parce qu'ici, il avait accepté, après quelques baffes, quelques coups d'eau froide, etc. Alors, j'avais dit en montant dès le départ, il faut perdre un peu de poids d'ailleurs. Et il en a perdu. Il en a perdu 12 kilos, 13 kilos, et le docteur nous a dit à un moment, arrêtez. C'est-à-dire qu'il fallait cette vérité aussi chez Montand, que ce soit physique, en dehors du fait qu'elle était mentale. Voilà. Et évidemment, cette répétition qui, pour le spectateur, est peut-être un peu ennuyeuse souvent. On se dit, voilà, encore ça, on revoit. Mais on ne croirait pas. Il fallait se mettre à la place de celui qui avoue, et le mécanisme diabolique de l'aveu, qui a commencé d'ailleurs, enfin ce genre de procès, ils ne sont pas inventés là, ils avaient commencé avant, aux années 30, 34 je crois, à la suite de l'assassinat de Kirov à Moscou, où on commençait à faire ces procès, et cette façon de faire avouer les gens. Avant, il y avait, on l'a dit à un moment donné, Reich à Budapest, il y a eu Kostov en Bulgarie, etc. Donc, les gens qui faisaient le prix, ils avaient une préparation formidable, ils savaient comment se comporter. D'ailleurs, quand à un moment donné, un d'entre eux commence à manger, à bouffer, à s'endormir, tout ça c'est fait, c'est de la mise en scène. Alors, il fallait montrer, avec ma mise en scène, leur mise en scène. Scène absolument géniale d'ailleurs, c'est-à-dire quand le bourreau et la victime en ont tellement marre de toutes ces bêtises que les deux s'endorment, l'un après avoir mangé ses saucisses et l'autre affamé contre le mur, s'endorment simultanément. Enfin, c'est-à-dire que voilà, à force de faire des heures et des heures de théâtre absurde... Il l'occasion de s'endormir, évidemment. Oui. Et quand Gérard London parlait parlait pas beaucoup, mais quelquefois il me parlait des détails comme ça, c'était assez effrayant, parce que le fait de dormir la nuit, sur le dos toute la nuit, et dans des conditions terribles, c'est quelque chose, bon, alors on le voit en quelques secondes, mais le vivre toute la nuit, c'est quand même autre chose. Ils avaient trouvé à Moscou les référents, comme on les appelait, des grands spécialistes pour faire avouer. En dehors du fait qu'on avoue, comme vous l'avez vu, évidemment, c'est ça qui m'avait intéressé aussi.
on avoue des petites choses, et les petites choses, les unes après les autres, devient un monstre énorme qui vous conduit à la mort. Il a conduit d'ailleurs. Et le procès lui-même est le clou du spectacle. Doit être un spectacle. Le procès, j'ai vu les images. Ça reconstituait exactement, parce que pendant la période que j'étais en contact avec M. Poletniak, ils nous ont donné toutes ces images-là, et ils nous ont donné aussi des enregistrements en tchèque, absolument. Donc c'est une reconstitution parfaite, même ces micros qui sont un peu à travers, etc. C'est exactement ça. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était le pantalon. Je pense que la censure l'avait coupé. Et alors, dans la construction du film, ça j'avais oublié, je dois dire, il y a quelque chose qui est très gonflé quand même. C'est qu'il est vraiment au plus bas. Ça fait des mois que ça dure, on lui balance de l'eau sur le visage, il croupit dans ses excréments, dans la flotte, enfin. Et là, la voix off commence, et il dit « Je rêvais que j'étais sur une plage à Monte-Carlo », et il y a le flash-forward. Et ça, c'est une vraie décision de scénario et de cinéma. Absolument, il fallait, on a parlé très vite avec Georges Saint-Poul, de ne pas jouer le suspense jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il fallait à un moment donné... Est-ce qu'il s'en est sorti ou pas? Vous répondez à ce moment-là. Il fallait montrer à un moment donné, c'est-à-dire sortir le spectateur de l'angoisse ou de la tension, etc., et montrer que non, le personnage vivait. Et pour suivre la suite du film, je pourrais dire d'une autre manière. C'est-à-dire, comment on a pu faire ça? C'est-à-dire, ce que pour moi était le vrai sujet du film. C'est-à-dire, montrer qu'un système peut utiliser ce mécanisme pour aller jusqu'au bout. C'était absolument essentiel. Plutôt que de faire un film à suspense, on pourrait le faire facilement. Sans celle-là, et le montrer à la fin à Monte-Carlo, etc. Enfin, pas Monte-Carlo, dans la Côte d'Azur. Oui, c'est-à-dire que vous avez cassé le suspense, vous dites, il n'a pas été pendu, il s'en est sorti, il rentre, oui, puisqu'il connaissait déjà la France, donc il revient en France, et donc London s'en est sorti. Et alors, on va parler... Dans le même esprit d'ailleurs, au début du procès, avant le début du procès, nous avons décidé de montrer qu'ils ont été exécutés et on va leurs cendres dispersées. Donc, on n'attend pas au procès quelque chose de spectaculaire, on n'attend pas un autre suspense. Non, il fallait casser. Parce que nous, spectateurs, au bout d'un moment, l'espoir renaît. L'espoir renaît, c'est on va... peut-être quelque chose va se passer de mystérieux, comme toujours au cinéma. Il va s'en sortir. Non, ils sont morts. Le procès va finir avec leur mort. Et d'ailleurs, alors on va commencer à parler de ça. À quel point ça vous concernait vous, à quel point ça concernait Semprún, à quel point ça concernait Montand. Mais ça va loin, parce que je ne sais pas, peut-être les plus vieux dans la salle l'ont reconnu. Un des deux amis dans la période 1965 en France, l'autre je ne sais pas qui c'est, vous me direz. Mais d'accord, c'est un acteur. L'autre je le connais, c'est le plus grand metteur en scène français de théâtre des années 70, 80, 90, c'est Antoine Vitesse. Par ailleurs, il a été le secrétaire d'Aragon, il a été membre du Parti communiste très longtemps. Je ne trahis aucun secret en disant que lui, il a quitté le Parti communiste bien plus tard, parce qu'il a attendu les années 79, 80, l'invasion de l'Afghanistan pour partir. Donc la Vitesse, il joue quasiment son propre rôle. C'est-à-dire un jeune communiste, il doit avoir une quarantaine d'années par rapport à London, qui lui y croit encore. Et c'est très révélateur du film que vous ayez pris des gens qui étaient directement concernés dans leur parcours politique. Qui savaient de quoi ils parlaient en fait. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'Antoine vient à la fin, quand il va partir montrer le livre, il dit tu ne peux pas publier ça. Déjà, il est encore dans cet esprit-là, qui a d'ailleurs suivi le film par la suite et peut-être un peu le livre, et beaucoup même le livre. Comment il s'était retrouvé là, Vitesse? Comment? Antoine Vitesse, comment vous l'avez trouvé? Non, je le connaissais, il a su qu'on faisait ce film, et il a appelé pour dire tu fais ce film? J'ai dit oui, j'ai fait ce film, etc. Il me dit c'est formidable, comment vous allez sortir? Je lui dis mais Antoine, il ne voulait pas jouer un rôle? D'ailleurs, c'est Chris Marker aussi, quand il a su que je le faisais, il est venu un jour me dire qu'est-ce que j'ai fait dans le film. Je lui dis Chris, tu fais un référent. Il ne me dit pas des référents, je vais faire la photo. Il a fait la photo, enfin le photographe de plateau, mais il a fait aussi un petit documentaire qui est exemplaire. C'était, à mon avis, les premiers making-of du cinéma.
Oui, qu'on va montrer sur Henri, le site de la Cinémathèque, dans quelques mois. Voilà, donc on verra le jour de l'aveu, le making-of de Chris Marker. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que quelqu'un, on sait un peu moins qui il est maintenant, mais quelqu'un comme Rispal, c'est celui qui perd son pantalon. C'était un acteur très connu, qu'on voyait à la télévision, qui était drôle, etc. Mais lui aussi, il avait été communiste. Communiste, bien sûr. Et donc il considérait non, lui... Rispal, je le connaissais bien, et je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, j'ai un petit rôle comme ça, et je lui ai expliqué. Pas seulement il a accepté tout de suite, pas seulement il était communiste, mais il a fait aussi les valises en Algérie. Absolument. Et le parti l'avait exclu pour ça. Bien sûr, il avait été porteur de valises pendant la guerre d'Algérie, absolument. Et on a l'impression que finalement, vous étiez le plus jeune, par rapport à Semprún et par rapport à Montand et par rapport à London. Est-ce que vous avez été membre vous-même d'un parti communiste? Non, non, jamais. Donc vous étiez le seul. Tous les autres pouvaient se reprocher, et ils se le reprochaient beaucoup, oui, d'avoir été staliniens. La génération a vécu l'Union soviétique et le communisme d'une autre manière. Moi, personnellement, je l'avais vécu. J'étais enfant, pendant l'occupation, dans un village, et mes parents, mon père particulièrement, venaient très souvent dire ils tiennent toujours à Stalingrad. Ils tenaient toujours, les communistes, Staline, jusqu'au jour où je l'ai vu exploser de joie en disant on va les battre. Et Stalingrad était tombé. Stalingrad, peut-être pour les plus jeunes, c'était Hitler a voulu occuper l'Union soviétique et surtout il est passé par Stalingrad. Et il a combattu pendant 7 mois, 8 mois, et il a perdu la guerre, enfin la bataille. Et la guerre. C'était le début de la fin. J'allais venir. Et il a perdu 400 000 soldats, à peu près 200 000 morts et 200 000 prisonniers. Donc pour tout le monde, c'était le début de la guerre, le début de la fin de la guerre, et de Hitler. Et donc, la première impression, c'était ça. Et par la suite, on entendait un peu partout, les communistes sont ici, les communistes sont là, mais en même temps, le pays où je vivais, la Grèce d'abord, et par la suite en France, il y avait les communistes qui étaient le grand ennemi, mais en même temps, ce qui était en train de se passer dans le pays, c'était terrible. C'était presque ce qu'on accusait les communistes. Je vous donne un petit exemple. Moi, je ne peux plus faire des études en Grèce, je suis venu en France faire des études, parce que mon père a fait la licence avec la gauche, il était anti-royaliste, et il était considéré comme communiste. Et ses enfants ne pouvaient pas faire des études. Des années plus tard, je rencontre Miloš Forman, qui me dit, enfin, quand il a su cette histoire, il me dit, bah oui, moi aussi, je n'ai pas pu faire des études en Tchécoslovaquie parce que mes parents étaient considérés comme des bourgeois. Donc, il n'a pas pu faire des études. Si vous voulez, voilà. Donc, ma génération a vécu cela. Et c'est vrai que, par la suite, on vivait ce qu'on appelait le monde libre, et on voyait qu'en même temps que le monde libre faisait quand même des dictatures un peu partout, faisait des guerres en Indochine et ailleurs, et de l'autre côté, les informations que nous recevions étaient vraiment le paradis. Tout le monde marchait très bien, il y avait même une revue soviétique avec de la joie partout, etc., avec des gens très heureux, et donc, il y a des étudiants qui partaient de la Sorbonne, j'étais étudiant à la Sorbonne, dans les 50, ils partaient et ils revenaient heureux, d'espèces de rencontres vraiment mondiales des étudiants, et on se disait, ben, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis très vite, on a commencé à comprendre que ce n'était pas du tout ça. Voilà. Donc pendant des années, et puis je suis étudiant, je suis commencé à travailler en France, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de films, mais il fallait faire quelque chose. Il fallait le dire. On n'osait même pas trop le dire parce que on passait pour un ennemi du peuple. Si on disait du mal de Staline, du mal de l'Union soviétique, on passait d'être un ennemi du peuple. Et c'est vrai que le plus difficile, c'était dans la discussion qu'on avait même avec les équipes dont je parlais tout à l'heure, de dire quoi que ce soit. Dans des moments tragiques, on ne pouvait rien dire, donc on se taisait complètement. Il fallait donc faire quelque chose. Et quand j'ai rencontré Montand, Signoret et Semprún, j'étais invité à la maison à la campagne, Semprún était là, et Semprún ne parlait jamais avec de la haine du communisme. Il expliquait, comme un docteur qui parle d'une maladie, qui explique tous les détails, et pour laquelle, disait-il, il n'y a pas de médicaments. Voilà. Donc, ce sentiment-là,
je les avais vécus, pas comme eux. Eux, évidemment, ils étaient complètement mobilisés. Et Semprún a été aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un des dirigeants du Parti communiste espagnol. Il a fait tout le parcours depuis le début. À un moment donné, il a dit assez et il est parti. Étudiant en philosophie, résistant, déporté. Un des dirigeants du Parti communiste espagnol clandestin. Et en exil, il faut quand même le rappeler. Pour lui, pour Georges Semprún, écrire le scénario de l'aveu, il avait déjà fait son aggiornamento depuis belle lurette. En 69, il était plus stalinien, bien sûr, mais il l'avait été. Donc, quel était pour lui l'enjeu intellectuel, l'enjeu moral, l'enjeu artistique d'écrire ce scénario? Je pense que c'était une libération. Il avait avant fait le film avec Montand aussi, Quand le René. La guerre est finie, le film de René, oui. Donc il avait parlé un peu, pas beaucoup, un peu. Mais devant le scénario qu'on a fait ensemble et qu'on s'est enfermé, comme on le faisait toujours avec Georges, dans une villa, et on a parlé pendant un mois, parler et écrire le scénario, c'était une sorte de libération. Il fallait qu'il le dise, comme on dit souvent. Et pour Montand, c'était pareil. D'ailleurs, il s'est laissé aller complètement, vous le voyez très bien dans le film. Alors voilà, c'est à ça que je voulais arriver, évidemment, en vous évoquant les uns après les autres. Bien sûr qu'il y a presque une méthode à l'américaine. On pourrait dire Montand a maigri pour le film, oui, comme Robert De Niro a grossi pour faire Raging Bull. Exactement. Mais, Costa, on sait bien que pour Yves Montand, ça dépasse de beaucoup la performance de l'acteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression à l'écran, net, et lui, il a beaucoup dit, qu'il expie, mais au sens chrétien presque. C'est-à-dire que sa culpabilité était telle que l'aveu, c'était une façon de rompre définitivement avec sa jeunesse communiste, mais ça va encore plus loin que ça, de s'infliger presque des douleurs physiques parce qu'il considérait qu'il fallait qu'il expie. Absolument, il a été à fond, complètement. Il a suivi complètement le personnage, on s'est rencontré avec London quelquefois, on a parlé, et il a suivi, et il a tout accepté. Et surtout, pourquoi? Parce que Montand s'était très très vite mobilisé, je crois, d'après ce qu'il m'avait dit, contre la bombe atomique américaine. Il a suivi. Et c'est vrai que Montand, grosse, énorme vedette à l'époque, être proche du Parti communiste, avec des intellectuels comme Aragon et d'autres, ça faisait vraiment... Les meilleures personnes de France étaient proches du communisme, même s'ils n'étaient pas comme Montand, on ne sait jamais. Ni Simone n'est entré dans les partis. Mais ils étaient ce qu'on appelle les compagnons de route. Et c'est vrai qu'il a commencé à avoir des doutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrive l'histoire de l'intervention de Budapest, bien sûr. Budapest. Ouais. Et il avait signé un contrat avant pour aller faire une tournée en Union soviétique. Et avec Budapest, il veut s'arrêter. Il ne veut pas le faire. Et il a une tension énorme de tous les côtés, et notamment d'Aragon, qui va chez lui et lui dit, Simon et lui m'avaient raconté l'histoire, qu'il fallait y aller. Qu'il ne veut pas trahir tous les Français, c'était à peu près 26 à 27% qui étaient communistes à l'époque, n'est-ce pas? Il ne faut jamais l'oublier ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que tout le monde intellectuel, enfin la grande majorité du monde intellectuel français était proche du Parti communiste. Donc, pour ne pas trahir tout cela, il a été. Et ça a été pour lui la vraie catastrophe, parce qu'il a découvert. D'abord, il a été dans les usines, il est resté plusieurs semaines. Il est dans les usines, il a rencontré des gens, et les gens ne parlaient pas ouvertement, naturellement, mais ils voyaient. Et Simon, il voyait ce qui était invisible. Mais il découvrait des choses, on ne disait pas des choses, on les aimait tellement qu'on comprenait que c'était une façon de les aimer pour ne pas aimer les autres. Voilà. Et le grand choc pour lui, c'était aussi le Figaro, première page, avec Montand, un synopsis avec un télé. On fait des photos comme ça pour la presse, surtout les acteurs ont toujours une attitude, et Montand, à un moment donné, montre quelque chose à Simone. Première page, 3/4 de page, en disant Montand montre au tank soviétique comment aller à Budapest. Voilà. C'était donc un choc profond pour lui, une humiliation totale.
Et il n'avait jamais accepté cette humiliation, et il n'a jamais parlé. Il en parlait en privé, on a parlé souvent à la campagne, avec Georges, tout simplement, mais jamais en... Et puis le film était une sorte de libération. Voilà. Et il s'est donné complètement. Oui, c'est ça. Il s'en voulait vraiment à mort d'avoir honoré son contrat, d'être allé faire cette tournée en URSS juste après l'intervention soviétique immédiatement. En Hongrie en 1956 à Budapest. Et il avait amené tout le monde, hein. Il y avait Castella au piano, Crolla à la guitare, et ils ont fait un triomphe. Oui. Mais alors évidemment, après, il a raconté beaucoup ça avec Khrouchtchev, parce qu'ils ont été reçus par Khrouchtchev au Kremlin. Hein. Oui, ça allait loin quand même. Ils n'étaient pas au Kremlin, ils ont été au théâtre. Après une représentation, Khrouchtchev et 2-3 autres très importants du gouvernement sont venus. Je suis allé plus tard à Moscou et j'ai filmé le bureau, parce qu'on était avec lui pour présenter le film précisément, et on a été au théâtre, et je l'ai mis là où il était avec Khrouchtchev, un petit bureau misérable, comme il y a toujours à l'arrière du théâtre, parce que ça n'a pas grand intérêt, et c'est là où ils ont discuté longuement, et Simone raconte tout ça très bien dans son livre. Chris Marker était à peu près dans la même disposition d'esprit. Absolument. Aussi grand intellectuel soit-il, lui aussi y avait cru. Ah oui, mais on pouvait faire une longuissime, très longue liste des intellectuels qui étaient proches du parti, oui. Et par ailleurs, Costa, donc vous entreprenez quand même un film après le triomphe de Z, qui est quand même risqué, on va dire, du point de vue public et donc du point de vue financier. Et puis vous l'entreprenez, on a du mal à se rendre compte aujourd'hui, parce que 1969, Staline est mort depuis 16 ans. Donc l'étau, quand même, du djanovisme, c'est un peu desserré. Mais il n'y a pas encore eu Solzhenitsyn massivement. Il est loin. Il est loin. On ne parle pas encore beaucoup de goulag, etc., etc. C'est-à-dire que l'emprise, disons, d'une culture communiste, ça ne veut pas dire que tout le monde est communiste, mais il y a une culture communiste en France qui est encore très grande. Et donc, est-ce que vous savez très vite avec Semprún que vous allez avoir des ennuis ? Que vous allez être attaqué, que le film va être contesté. Mais pour ça qu'il fallait faire le film, parce qu'on était encore en plein. C'est-à-dire si Georges pensait que le fondement, il était un tout petit peu pourri, mais le régime était toujours là, très, 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 très puissant. D'ailleurs, je dois vous dire aussi que Simone, quand elle a su qu'on voulait faire le film, un peu comme Michel, ma femme, elle a dit, qu'est-ce que vous allez prendre? Et Simone a hésité pendant un bon moment. Parce qu'elle trouvait le rôle pas important, en plus trouvait une femme qu'il écrit ce qu'il écrit pour son mari, tout ça ne lui plaisait pas beaucoup. Mais finalement, un jour, elle m'a dit, bon, je viens avec vous, je ne vais pas vous laisser seul. Et c'est vrai qu'elle a bien fait, parce que ça aurait été en plus pris très négativement. Voilà. J'ai quitté votre question. Non, mais c'était ça la question, c'était le risque pris. Non, le risque comme le disaient Simone et Michel, qu'est-ce que vous avez pris quand le film est sorti? Non, vous savez, j'insiste beaucoup à cela, c'est que moi j'ai décidé de faire le film, et Georges a suivi, et mon temps aussi, mais avant Z. Parce qu'on a dit beaucoup, un des reproches que nous a fait, voilà, ils ont fait fortune avec Z, ce qu'on n'a pas fait fortune, d'ailleurs, m'a fait ça, c'est une autre histoire. Et donc, ils prennent d'autres sujets, etc. Et non, il y avait différentes positions, et très contradictoires souvent. Par exemple, l'Humanité a écrit à l'époque d'un livre communiste, ils ont fait un film anticommuniste. Tout à fait, j'ai l'article. Vous l'avez Il a fait votre travail. Et il y a eu évidemment des attaques, des amis qui disaient vous avez fait une mauvaise action, etc. Mais il faut dire aussi qu'en même temps, un débat avait commencé. Mais il faut dire aussi que on pensait qu'une certaine droite allait prendre le film pour l'utiliser beaucoup. Ça a dû être utilisé beaucoup sûrement dans certains pays. Comme l'Espagne par exemple, on a changé comme ils faisaient à l'époque des Franco, on changeait les doublages. Donc les paroles, ce n'étaient pas les mêmes. Par contre, pour revenir au Figaro, le critique a écrit « Ce sont des loups qui se déchirent entre eux ». Et oui, il y avait des clivages idéologiques encore très forts. Sans parler des gauchistes, un des gauchistes, d'ailleurs, je raconte cette histoire parce qu'il me plaît bien, qui est devenu connu plus tard,
il a dit à Michel, à la sortie de la salle, moi je n'étais pas là, il a dit, on devrait les pendre ton mari. Simon l'a convoqué, il a engueulé. Oui, donc à ce point-là, quand même. Ah oui, oui, non, mais c'était très dur. Ouais. Je ne devais pas non plus essayer de me victimiser, parce qu'en même temps, on était content de l'avoir fait. Parce que les publics a suivi, et puis il y avait dans toutes les... Je crois dans beaucoup de cellules communistes, il y avait des discussions, on ne peut pas en discuter. D'ailleurs, le fils du frère Jean-Louis Lévy, qui est devenu un producteur très célèbre, a vu le film. Quand il est sorti du film, le frère de Montand était un des gens du Parti communiste français, responsable pour je ne sais plus quel... Il était le patron de la CGT agroalimentaire. Voilà. Vous imaginez les conversations familiales. Il n'y a pas eu pendant un moment, je crois. Non, son fils, en sortant, il m'a dit « j'ai vomi toute la nuit ». Voilà, il y avait cet esprit-là, en fait, cette espèce de tension. Bon, aujourd'hui, quand on voit le film, on se dit « bon, bah, tout ça, c'est du passé ». Mais en plus, il y avait une autre chose. On était la veille, ou plutôt 2 ans avant, à peu près, du programme commun. Alors les socialistes ont vu d'une manière très très négative le film, parce que ça créait un problème entre eux et les communistes. Voilà. Donc ils n'étaient pas très contents non plus et ils l'ont beaucoup exprimé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait vous aviez à peu près tout le monde contre vous, si on se résume. La presse bourgeoise, comme on le dit dans le film, pour employer ce terme évidemment en plaisantant, trouvait que c'était les loups qui se déchiraient entre eux. Les socialistes, vous mettiez un coin dans l'union de la gauche avec le Parti communiste, encore pas complètement, totalement déstalinisé, et ça allait être bien pire après avec Marché. Et l'extrême gauche et les revues radicales, genre Cahiers du cinéma, trouvaient que c'était insupportable. Donc en fait, vous vous faisiez un peu engueuler par tout le monde, quoi. Pas beaucoup de monde, mais il y avait beaucoup de monde dans la salle, et je pense que je recevais dans la rue des gens qui m'arrêtaient pour me dire des choses intéressantes. Donc c'était pas de problème négatif, non, c'était, à mon avis, c'était passionnant. Voilà, c'était passionnant. Et le film a correctement marché, on en a beaucoup parlé. Bien, très fort. Pour un film de ce type, avec cette difficulté de le suivre et sa longueur aussi, ça avait très bien marché. Et alors après, les choses se retournent, c'est toujours intéressant. J'étais avec un ami l'autre jour, là, il y a 3 jours, à Compartiment Tueur, votre premier film, et il me dit, moi, tu sais où je l'ai vu la première fois, l'aveu ? Non, à la Fête de l'Humanité. Mais c'est pas étonnant, voilà. Mais ça a mis du temps. Oui, parce que, voilà, pour vous dire ça aussi, 1 an après, 1 an et demi après, la télévision avait une soirée qui consistait à passer un film et à voir des invités qui parlaient du film. Cette fois-ci, ils ont présenté l'aveu et ils avaient invité Monsieur et Madame Lodon et Canapa, qui était un dirigeant du Parti communiste. On était tous surpris chez Montand, on s'est réunis, on dînait, puis on attendait la fin du film pour écouter Canapa, et on était très tendus. Et Canapa, première parole, il dit, voilà un film que le Parti communiste aurait dû avoir produit. Voilà. Chris Marquet m'a envoyé le lendemain une photo très jolie en disant « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé, monsieur ?» Montand a bondi. Il voulait aller à la télévision pour l'étrangler. Non, parce qu'entre-temps, ils avaient vraiment attaqué très violemment. Voilà. Alors, Marché, quelques temps après, dans une réunion, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, 6 mois après ou 8 mois après, il a dit non, l'aveu, c'était un film anticommuniste. Voilà. Il y avait, je pense, cette tension à l'intérieur du parti aussi. Voilà. Ça vous faisait sourire, les marchés qu'on entend dans le film? Oui, évidemment, le directeur général, le premier secrétaire, ouais, s'appelait Georges Marché. Oui, ça faisait beaucoup, parfois dans les salles aussi. Oui. Ça faisait rire les gens dans les salles. Ben oui, forcément. On va laisser la parole à la salle. Juste un dernier mot, Costa. Et en plus, j'ai comparé avec votre premier film, Compartiment Tueur, que donc on a passé. Enfin, Compartiment Tueur, c'est un polar. Mais tout à fait. Oui. C'est un divertissement du samedi soir, c'est un polar.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas du tout traité la mise en scène pareil. C'est-à-dire que Compartiment tueur, c'est une mise en scène virtuose, avec des entrées de plan, des très longs travelling, des sorties de plan spectaculaires, enfin, ça bouge. Là, vous vouliez quelque chose quand même de très sobre, retenu, enfin, il fallait que ça soit aussi âpre que le sujet. Oui, parce que chaque histoire impose son style. On ne peut pas faire toutes les histoires de la même manière. C'est vrai qu'on peut être suspense à faire des plans très rapides qui n'en finissent plus, qui passent très, très vite. Non, l'histoire imposait un autre ton, une autre façon de le faire, même une autre façon de découper, si vous voulez, de plan par plan, oui, évidemment. Et Coutard, vous lui aviez demandé, je trouve que les décors et la photographie sont admirables. Alors les décors, c'est Bernard Évin. On voit d'ailleurs, dites-vous que celui qui a fait les décors de l'aveu, c'est le même que celui qui a fait les Demoiselles de Rochefort ou les Parapluies de Cherbourg, pour vous donner une idée quand même du génie des vins. Et puis le chef opérateur, c'est celui de la Nouvelle Vague, c'est Raoul Coutard, et là qui a fait une photo aussi très sombre, enfin dans les bruns, les marrons. Absolument. Il a fallu peindre les murs, etc. Il a fait un travail important. Mais Coutard, c'était vraiment un génie, parce que j'ai dit, il faut que je puisse tourner sans changer des plans, sans avoir changé toute la lumière à chaque fois. Parce que quand on tourne un plan comme celui-là, qu'on change de position de la caméra, en général, on change toute la lumière. Je dis, arrange-toi pour que je puisse tourner dans tous les sens. Et il a fait. Il a fait, on a pu tourner comme je l'ai pensé. À vous. Oui, bonsoir. Les lunettes de soudeur que porte Montand, est-ce que c'était la réalité ou c'est un truc de metteur en scène pour rendre beaucoup plus intriguant le personnage? Non, on lui mettait des lunettes comme celle-là, absolument. Il mettait des lunettes comme celle-là. Celle que j'en ai choisi plusieurs paires, et celle qui m'a plu le plus, qui est d'ailleurs, au moment où on va le pendre, c'est parce qu'il appuyait aussi, il y avait un appui sur le nez. C'est-à-dire que c'est celle qui m'avait le plus, qui me passait la plus dramatique. Les autres ne sont pas toutes les mêmes, sont différentes. Et pourquoi? Parce que je pensais, je crois à l'époque, qu'il était complètement tenu. Il ne peut pas sortir de cet ancrage dans lequel il s'est trouvé. Monsieur, en Tchécoslovaquie, à quelle date et avec quel accueil? Il a été, quand Václav Havel allait être candidat à la présidence, un de ses conseillers est venu à Paris. Plus tard, il était aussi ambassadeur, et il a dit que Václav voulait absolument que le film soit présenté à Prague. Alors nous sommes allés, avec Montand, Semprún et Madame Lodon, présenter le film à Prague, absolument. Et depuis, d'ailleurs, on a dit aux producteurs, ils ont les droits pour le passer quand ils veulent, voilà, absolument. Avec un bel accueil. Oui. Oui, d'abord pour vous féliciter tous les deux, ça permet une meilleure prise de conscience de l'évolution de cette époque et peut-être aussi d'essayer d'en tirer tous les avantages et les analyses en profondeur pour la crise que nous vivons aujourd'hui. Alors, la question qui m'intéresse tout de suite, quand je vous ai écouté, c'est le mécanisme de l'aveu. Alors, le mécanisme de l'aveu, c'est le parti ou le régime ou enfin l'autorité en place qui utilise une sorte de manipulation du petit peuple qui y croit beaucoup. La preuve, c'est que le communisme, ça a été le paradis sur Terre pendant des années, jusqu'à ce qu'on découvre la vérité avec l'arrivée, comme vous l'avez dit, de Khrouchtchev, après la mort de Staline. Et puis, je crois qu'il y a un professeur ou un maître de recherche du CNRS, j'ai lu son bouquin il n'y a pas très longtemps, c'est Edgar Morin, qui dit que pour lui, il y a deux personnes, selon lui, qui ont sauvé l'humanité, c'est Brejnev
et Paul VI. Alors Brejnev, parce que c'est vite dit, mais parce qu'il a compris qu'il fallait changer le régime, les bases, les fondements, la réglementation, l'utilisation des procès de Moscou qui ne devraient plus se faire, enfin, etc. Et puis Paul VI, parce qu'il a pris position pour l'Église catholique romaine contre le capitalisme, la recherche systématique du profit, de manière à ce qu'on puisse avancer sur un terrain de la fraternité. Et la question est donc, monsieur? Alors, c'est pas une question. Non, pardon de vous faire aller un peu plus vite, mais... Bon, alors, donc, pour l'aveu, le mécanisme de l'aveu, en conclusion, c'est comment est-ce que vous expliquez, parce que chaque partie, chaque entité utilise, je crois qu'il faut utiliser, pour la réponse que je voudrais, c'est que chaque mécanisme utilise à son profit les règles internes qui sont essentiellement humaines, mais qui ne tiennent pas de l'universalisme de l'identitaire que le petit peuple recherche. D'accord. Costa. Non, mais... Que vous dire, je pense que ceux qui ont suivi le communisme au départ, ils ont pensé qu'il fallait changer le capitalisme. Et les communistes disaient très souvent il faut changer l'homme. Et s'ils répétaient il faut changer l'homme chaque fois. Mais ils n'ont rien fait pour le changer, au contraire, à mon avis, ils l'ont empiré, puisqu'ils l'ont soumis à une idéologie qu'il fallait suivre aveuglément. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais je crois qu'il y avait cette volonté de changer le monde et de changer le monde qu'on ne continue pas de vivre dans les situations que nous avons vécues à l'époque et que nous vivons aujourd'hui, que ce soit les guerres et tout cela. Donc il y a sûrement quelque chose à faire, si c'est une réponse qui puisse vous convaincre, il faut faire quelque chose avec le capitalisme. Voilà. Mais là, on rentre dans ce discours très compliqué. Allez, une dernière question, oui, madame. Oui, bonjour. J'avais vu votre film il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, et il m'avait touchée, mais là, je l'ai revu, et là, j'ai pleuré. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pleuré en voyant ce film, parce que mon père était communiste. Et donc, moi, quand j'étais jeune, j'étais communiste, gamine, j'y croyais, mon père y croyait, et je me souviens que quand Khrouchtchev est venu à Paris, on est allé à l'hôtel de ville, j'étais vraiment gamine, mais on acclamait Khrouchtchev, et vraiment, là, donc on y croyait. Après mon père, en 68, il a laissé, quand il y a eu, après mai 68, la CGT a trahi, et donc il a rendu sa carte, et puis en plus il y a eu la Tchécoslovaquie, il a déchiré sa carte de la CGT et du Parti communiste. Et là, en voyant ce film, je vois le désespoir, cet espoir qu'aurait pu être le communisme, le vrai, pas dévoyé même par Lénine, même Lénine, dès le début, ça a été autoritariste et dictatorial, et déjà il faisait des purges, mais le communisme, c'était un idéal, ça aurait pu être un idéal magnifique, et là, en voyant ça, c'est désespérant, et surtout en voyant tout ce qui se passe même en Chine ou partout, mais là, franchement, merci, parce que j'ai vraiment été encore à nouveau bouleversée et touchée au fond de moi-même. Voilà. Merci madame. Merci. Eh bien, merci madame. C'était pas une question, mais ça reste une émotion. Et je dois vous dire, Costa, que c'est quand même étonnant parce que on est 30 ans après la dissolution qui est tombée sur elle-même du bloc soviétique, mais il n'empêche que l'aveu, et on le voit bien avec les réactions qu'on a, reste un film profondément actuel. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire de l'Europe, quoi. C'est vraiment l'histoire du XXe siècle. Hein. Oui, vous savez, il y a eu des dizaines de films contre le communisme. J'ai fait comme ça par curiosité une petite liste. Quelques-uns de mes grands metteurs en scène, c'était Hathaway, Gordon Douglas, Hitchcock, bien sûr, absolument, Jacques Tourneur, Herman Horman, Elia Kazan. Ouais. Ils ont tous fait, même Clint Eastwood, ils ont tous fait des films anticommunistes. Mais dans la liste que vous venez de citer, celui qui les connaissait d'aussi près que vous et vos amis, c'est Elia Kazan. C'est pour ça que ça serait... Parce qu'il était dedans. Lui, on pourrait discuter avec lui, oui, voilà. Non, ils ont fait comme... Mais quand on voyait ces films, on n'y croyait pas.
On n'y croyait pas parce qu'il fabriquait des histoires pour plaire au public et pour convaincre aussi le public que ce n'était pas un bon système. Voilà. Donc cet effort, ça se sentait très vite. Naturellement, beaucoup de ces films ont marché, ils ont sûrement fait beaucoup d'actes communistes et même de violents anticommunistes, mais voilà. Aucun de ces films ne m'avait plu, enfin je ne les avais pas vus tous, mais certains que j'avais vus. Et on en parlait souvent avec Saint-Prou et Montand, il me disait que c'est vraiment des blagues, ces films, ça ne correspondait qu'à sont des vulgaires propagandes. Mais le livre de London, c'était d'une vérité extraordinaire. C'était une vérité parce que l'homme décrivait son angoisse et il a réussi à partir d'un certain moment, quand la tension et l'isolement s'est devenu un peu plus flou, un peu plus facile à dépasser, il a pris des notes. Il s'est souvenu donc, j'ai vu ces notes aussi d'ailleurs, écrivant tout petit sur des petits papiers comme ça. Et il a pu quand même, il a raconté son histoire avec une franchise formidable. Et quand on parlait avec lui, on sentait toute cette franchise. La grande angoisse, c'est que quand le film, qui n'aime pas le film, voilà. Et finalement, il a accepté le film, c'était très mouvant de le voir accepter le film et suivre le film et le protéger, je dirais, avec son caractère. Il vous a donné sa bénédiction et il a protégé le film une fois qu'il l'a découvert. Il a dit que ça lui convenait. Il a dit que ça lui convenait. Il y a un moment, moi, que je n'oublierai jamais, naturellement, c'est qu'on lui a montré le film dans une petite salle du studio. Il était assis au premier rang, on était tous assis derrière, et le film fini, et on le regardait, il ne bougeait pas. Il est resté un long moment, il ne bougeait pas. Je regardais Georges, je dis ah. Personne, je me suis levé, je suis allé le voir devant, il était en larmes, et lui et sa femme. Il s'est levé, il nous a embrassés tous, il était très content. Et à partir de ce moment, il a suivi le film, il l'a défendu à fond. Costin, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir parlé une fois de plus de l'aveu à la Cinémathèque chez vous. Merci beaucoup. Non, il ne peut pas. Ah, mais c'est pas vrai, ils ont mis le Ah, c'est ça. Donc, finalement, il est venu avec l'élection. Ah, pardon. Non, mais c'est intéressant d'avoir un court-métrage de Marc. Parce qu'il y a cette discussion sur